Merci à tous pour votre participation aujourd'hui. On a un sujet important aujourd'hui à aborder ensemble, la préparation au contrôle RGPD et comment démontrer votre conformité. On a une petite heure ensemble aujourd'hui pour vous expliquer avec Bertrand comment anticiper, gérer ce contrôle RGPD et on verra notamment comment cela arrive, quelles sont nos best practices, nos recommandations pour gérer au mieux ce sujet. On verra cela en 3 parties aujourd'hui. On a une première partie où on vous expliquera en détail, notamment après nos différents retours d'expérience au cours des 6 dernières années, comment se passe un contrôle RGPD. On ira ensuite, décrypter, les dernières sanctions, en tout cas faire une revue des dernières sanctions, alors en France, mais aussi au sein de l'Union européenne, notamment sur, l'année 2024 et les années précédentes. Et puis, on ira conclure notre webinaire en vous donnant, un plan d'action et la checklist pour eh bien, être prêt et réussir votre contrôle RGPD. Donc, restez bien jusqu'au bout du webinaire. On conclura aussi par un moment de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas encore une fois à poser toutes vos questions au travers du chat en ligne. On y répondra, bien évidemment. Bertrand, je te laisse la main. Alors, rapide petite présentation à ceux qui ne nous connaîtraient pas ou qui ne nous connaissent pas. Mission RGPD, on est un service 100% en ligne qui permet d'accélérer votre conformité en quelques clics. On est accessible via un abonnement avec un tarif fixe qui comprend une plateforme et un accompagnement par nos experts qui viennent vous aider dans cette mise en conformité et maintien. On est présent dans 22 pays en Europe et on accompagne un peu plus de 1000 clients dans leur conformité et dans leur pilotage au quotidien. Exactement. Alors, pour pas perdre plus de temps, et pour rentrer dans le vif du sujet, on va donc commencer avec notre première partie, et donc, aller voir comment se passe un contrôle RGPD, et ça commencera, déjà par faire un rappel, de, qui est concerné, par, cette obligation de conformité au RGPD. Et donc on rappelle que le RGPD, c'est le Règlement général sur la protection des données personnelles et on rappelle évidemment qu'une donnée personnelle, ce n'est pas, simplement, une donnée, privée, adresse, Gmail privée, c'est aussi, toutes les données, professionnelles qui, concernent un individu. Donc toute donnée qui permette d'identifier, de près ou de loin, de manière directe ou indirecte, une personne, est une donnée personnelle. Donc en fait, c'est quand même beaucoup de data, hein, la donnée personnelle. Et donc ça concerne aussi bien, en effet, un nom, un prénom, une adresse email, un numéro de sécurité sociale, heu et aussi des adresses email professionnelles, des bulletins de paye, et cetera. Bon, des CV, bon et j'en passe et on fait bien aussi le rappel sur le fait que ça concerne évidemment le secteur du B2C, mais ça généralement tout le monde l'a très vite compris, mais également le secteur du B2B. Voilà donc il n'y a pas de liste, de différence en termes d'obligations, enfin, vous avez des différences en termes d'obligations, en matière de conformité, mais c'est évidemment, quelle que soit votre activité, vous avez cette obligation de conformité au RGPD. Et donc, on peut le traduire dans un petit schéma assez pédagogique qui vous permet de voir votre entreprise ou votre organisation au centre et voir que vous collectez des données sur vos clients, vos partenaires, vos prospects, mais également sur vos collaborateurs. Toutes ces données-là, elles sont utilisées dans l'entreprise, mais elles sont aussi confiées à vos sous-traitants ou à vos logiciels, parce que vous utilisez peut-être des logiciels de paye pour payer vos salariés. Par conséquent, eh bien, les données de vos salariés sont aussi sur vos logiciels. Et donc, cette réglementation vient réglementer et encadrer, donner des règles, des devoirs et des droits sur les données personnelles. Et bien évidemment, vous avez des règles à respecter en interne, mais aussi des règles à vous assurer auprès de vos sous-traitants et de vos logiciels. Voilà, donc tout ça est en effet assez peut-être chronophage pour un certain nombre d'entreprises. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on accompagne 1000 entreprises d'organisation sur ce volet-là. Si on fait un rappel rapide des obligations de la réglementation dans les grandes lignes, tout traitement de données doit être fait sur un fondement juridique qui est viable avec donc ce qu'on appelle la base légale. Vous devez informer les personnes du traitement de données réalisé au travers de politiques de confidentialité, de mention d'information. Vous devez respecter évidemment leurs demandes de droit puisque vos clients, vos salariés peuvent demander d'avoir accès aux données que vous possédez sur eux, mais aussi de supprimer totalement les données ou d'arrêter de leur envoyer des communications. Vous savez que vous avez une obligation en termes de durée de conservation de ces données. Vous ne pouvez pas conserver ces données à vitam aeternam, évidemment. Et puis, vous avez un principe de minimisation et de sécurité des données, évidemment, pour
eh bien, protéger les données personnelles. Le volet de la sous-traitance, on en a parlé au travers de ce schéma et c'était peut-être un petit peu plus imagé, mais vous devez aussi vous assurer que vos propres prestataires qui utilisent les données que vous leur confiez, eh bien, respectent les règles. Vous devez aussi vous assurer que les transferts en dehors de l'Union européenne sont encadrés juridiquement et vous savez qu'il y a des pays sur lesquels l'Union européenne a déjà des décisions d'adéquation et pour un certain nombre d'autres, cela n'est pas présent. Vous devez tenir un recensement des activités de traitement de données personnelles dans ce qu'on appelle un registre, le faire vivre et le mettre à jour pour documenter eh bien, comment vous utilisez la donnée personnelle, pourquoi, dans quelle finalité, combien de temps, et puis surtout comment vous le sécurisez, et puis avec quel partenaire, prestataire ou logiciel vous faites ce traitement de données. Et enfin, en termes de violation de données, si demain vous avez un incident, vous avez aussi certaines obligations à respecter. Tout cela fait partie des grands principes de conformité de cette obligation-là. On donne des exemples ici pour la prospection commerciale, mais on peut parler des exemples sur les ressources humaines. Voilà, toutes les activités de votre société sont pour la plupart concernées par ces obligations de conformité parce que vous traitez de données personnelles à peu près partout dans vos activités. Je passe vite pour arriver rapidement au sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Comment se passe un contrôle? Alors, qui peut être contrôlé? Par définition, toute entreprise traitant de données personnelles de citoyens français ou européens. Alors, vous avez une autorité de contrôle par pays. En France, c'est la CNIL. Donc, la CNIL est en charge de la surveillance des activités en France et donc de la protection des données personnelles des citoyens français. Euh, et donc, pour certaines entreprises, même si vous êtes situé en dehors du territoire français, mais que vous utilisez eh bien, des données de citoyens européens ou de citoyens français, eh bien, vous êtes concerné tout de même. Voilà. Donc, une société aux États-Unis qui a des activités au sein de l'Union européenne et qui collecte donc et qui traite de données personnelles de citoyens européens est donc bien concernée. Alors, pourquoi la CNIL fait des contrôles pour vérifier donc les bonnes pratiques en termes de gestion et de protection de données personnelles, bien évidemment, pour aussi contrôler les risques que cela peut avoir sur les droits de chacun, les libertés fondamentales de chacun, et ce qu'on appelle notamment la vie privée, mais aussi pour renforcer la responsabilisation. Pardon, excusez-moi. Mais aussi pour renforcer la responsabilité des entreprises en les responsabilisant, en leur demandant un certain nombre d'obligations, de règles à respecter, de démarches à tenir aussi en interne pour avoir un vrai pilotage de la conformité et un vrai principe de surveillance justement de l'ensemble de ces règles et de la bonne protection des données personnelles de ses salariés, de ses clients, de ses prospects et de ses partenaires. Alors, on se demande toujours comment on peut être contrôlé et pourquoi finalement on serait plus contrôlé qu'une autre société. Pour vous partager, les contrôles proviennent généralement de plaintes qui peuvent être déposées sur le site de la CNIL, ou bien par téléphone, de signalements donc, des signalements qui peuvent provenir de la part de vos clients ou de prospects, parce qu'ils seraient en effet mécontents de vos pratiques en termes de gestion de données. Donc ça peut, cas très concret, on a vu des sociétés se faire sanctionner parce que des prospections commerciales n'étaient pas faites dans les règles. Et donc, au bout d'un moment, certaines personnes étaient excédées d'être contactées. Eh bien, cela a débouché sur des contrôles et des sanctions. Ou bien des salariés qui seraient aussi mécontents de vos pratiques en termes de gestion de données personnelles. Et donc, on a vu aussi des sociétés se faire sanctionner parce qu'il y avait des cas de non-respect des droits des salariés en termes de gestion de données, mais aussi des cas de vidéo de surveillance un petit peu excessive, qui donc avaient de l'impact sur les collaborateurs. Ça peut être aussi des non-conformités sur vos sites web qui collectent des données de manière illicite, peut-être au travers de cookies, de traceurs ou de mauvaises politiques d'information. Donc tout ça peut déboucher sur des plaintes de la part de vos clients, de vos prospects, de vos salariés. Ça, c'est une des grandes sources voilà, de risque de contrôle. Vous avez aussi des thématiques qui sont définies chaque année, des thématiques prioritaires de contrôle. La CNIL définit des grandes thématiques sur lesquelles elle va intensifier les contrôles en 2025. Elle a fait la même chose depuis 2018. Donc chaque année, elle a défini des nouvelles thématiques prioritaires. Prioritaires pourquoi? Parce qu'il y a de forts enjeux dans l'actualité du moment. Donc on ira voir notamment quelles sont les grandes thématiques prioritaires de l'année 2025. Par contre,
ne faites pas cette erreur de penser que la CNIL ne contrôle que ces thématiques prioritaires. Ce sont des focus sur lesquels elle va porter davantage d'attention et elle va renforcer ses actions. Ça ne veut pas dire qu'elle ne contrôle pas le reste des activités, hein. Voilà. Bien au contraire. Alors, derrière, il peut y avoir une mise en demeure ou il peut y avoir une sanction, une amende qui peut monter jusqu'à 4% du chiffre d'affaires global, donc mondial de votre société. On se le rappelle, même si vous êtes filiale d'un groupe, eh bien, le montant de l'amende est toujours calculé sur le chiffre d'affaires du groupe. Voilà. Donc, si vous êtes une filiale d'un groupe qui fait 100 millions de chiffre d'affaires, ce sera donc jusqu'à 4% de 100 millions de chiffre d'affaires. Voyons les thématiques prioritaires définies par la CNIL en 2025 pour renforcer de manière un peu plus intensive les contrôles sur ces donc, 4 axes spécifiques. Alors, il y aura des renforcements de contrôle sur les applications mobiles. Voilà, donc, toute activité et toute société qui ont mis en place des services par application mobile, eh bien, il y aura une campagne de contrôle un peu plus intensifiée sur ce volet-là. Le deuxième volet, la cybersécurité des collectivités territoriales, et ça, c'est pas, voilà, on s'en doutait parce que vous avez peut-être vu les dernières actualités cyber, mais chaque semaine, vous avez des grandes enseignes qui sont attaquées. En tout cas, il y a beaucoup de vols de données, mais aussi beaucoup de collectivités. Et on va essayer de protéger nos administrations publiques autant que cela soit possible en renforçant les mesures de sécurité, mais aussi en renforçant les contrôles. Et ça, cela va de pair, notamment avec la directive NIS 2, directive européenne sur la cybersécurité que vous connaissez peut-être déjà. On fera sûrement un sujet prochainement sur ce volet-là. Vous avez aussi un renforcement des contrôles sur les administrations pénitentiaires et puis un renforcement sur le droit des personnes, notamment le droit de suppression, le droit à l'oubli, le droit à l'effacement de ces données. Et là, en coordination avec l'ensemble des autorités européennes pour que vraiment ce droit-là et cette obligation-là soient beaucoup mieux appliquées dans l'opérationnel de la part des sociétés et des organismes qui utilisent nos données. Quelle forme peut avoir un contrôle? Le contrôle peut être sur place, donc visite surprise ou programmée, peut être sur pièce, donc là ça se fait à distance et on doit répondre à un certain nombre de questions et puis transmettre des documents et des preuves, des justificatifs de conformité. Donc, on ira voir ça en dernière partie, hein, tout ce qu'on doit notamment transmettre. Ça peut se faire sur audition aussi, donc convocation dans les locaux de la CNIL. Ou bien en ligne, donc là vous n'êtes pas forcément au courant d'ailleurs, analyse de votre site web, de votre application, de votre outil, voilà, donc ça se fait sans que vous en ayez potentiellement connaissance. C'est pas soit l'un soit l'autre, on peut avoir un contrôle qui commence en ligne, c'est généralement le cas, parce que c'est facile à faire. D'ailleurs, il y a environ 30% des contrôles qui se font en ligne, hein, donc c'est pour ça qu'on porte une attention particulière dans les projets de mise en conformité à aller rapidement vérifier la conformité des sites web, des applications, de tout ce qui est visible vers l'extérieur. Et puis on peut déboucher sur un contrôle généralement derrière sur pièce, et puis si besoin sur place, voilà. Et puis dans un extrême besoin sur audition. Ça se passe généralement dans cet ordre-là. En cas de contrôle sur place, la CNIL peut venir dans vos locaux, donc sans prévenir, vous n'avez pas le droit de refuser, bien évidemment. Et puis avoir un recours à la force publique en cas de refus et d'obstruction. On vous demandera évidemment tous les documents et justificatifs, donc on vous fera la liste et on ira voir tout ça ensemble sur la dernière partie du webinaire. Et puis, vous, quels sont vos droits dans tout ça? Vous pouvez être assisté d'un conseil, évidemment. Vous pouvez donc potentiellement faire appel à voilà, votre dépôt externalisé si vous en avez un, votre conseiller juridique si vous en avez un. Surtout, veillez à coopérer avec la CNIL. On verra, hein, on partagera les bonnes pratiques et ce qu'il faut faire et ne pas faire, mais coopérez avec la CNIL, ne soyez pas réfractaires, jouez le jeu au maximum de la transparence, du professionnalisme, et ne bloquez pas l'autorité de contrôle parce que ça ne sert à rien. Voilà, ce sera contre-productif et ça ne vous attirera que des ennuis supplémentaires. Alors, comment se déroule généralement un contrôle sur place? Bon, il y a un moment de présentation de l'équipe de la CNIL qui vient sur place avec la présentation de la mission qui va être faite, des différents entretiens avec votre direction générale, le délégué à la protection des données et puis les responsables de service qui seront mis en place justement pour poser un certain nombre de questions et tout simplement faire un audit de vos pratiques.
Et puis, derrière, la CNIL peut décider d'accéder au système d'information, donc votre système d'information, et donc aller voir dans le détail ce qui se passe dans vos outils, dans votre SI. Évidemment, demander toutes les pièces justificatives, donc toutes les documentations, et puis elle ira ensuite derrière rédiger un procès-verbal et formuler à l'issue de cela ces observations et donc, si besoin, des sanctions. Des sanctions qui peuvent être donc sous forme d'amende. Donc on l'a expliqué, jusqu'à 4% du chiffre d'affaires. La CNIL peut aussi décider d'avoir une sanction immédiate, puis une sanction sous forme d'injonction, voilà, donc c'est-à-dire des nouvelles amendes régulières jusqu'à temps que vous soyez en conformité. Voilà. Donc c'est déjà arrivé, notamment je pense à une collectivité qui avait un montant d'amende qui arrivait de manière régulière jusqu'à temps que la conformité ait pu être démontrée de manière optimale. Après le contrôle, on a un PV donc sous les 15 jours, une phase d'instruction pour l'analyse de vos pratiques, des demandes complémentaires, et puis voilà, donc comme on l'évoquait, soit c'est clôturé, soit il y a une mise en demeure, soit il y a une sanction financière. Et donc on se rappelle bien, et ça c'est important à prendre en compte, aujourd'hui, si vous êtes une société française, oui, vous pouvez être contrôlé par la CNIL, mais vous êtes peut-être une société française qui avait des activités au sein de l'Union européenne. Donc si vous avez des salariés, ou même si vous avez simplement des activités commerciales au sein de l'Union européenne, vous avez autant d'autorités de contrôle en charge de votre surveillance que de pays dans lesquels vous avez des activités. Voilà. Donc, si vous avez des activités en Italie, en Espagne, et que vous êtes une société française, eh bien, vous avez 3 autorités de contrôle qui sont en charge de votre surveillance, l'autorité italienne, l'autorité espagnole et l'autorité française. Voilà. Donc, ça fait aussi une démultiplication des risques de contrôle. Donc, cela est à prendre en compte et on le rappelle parce que bien souvent, c'est oublié. Certains dirigeants ou responsables de ce sujet-là n'en ont pas toujours conscience de prime abord et c'est un rappel qu'on vous fait, évidemment. Je pense qu'on peut conclure sur cette première partie pour vous voilà, avoir mis en perspective comment peut se passer un contrôle et surtout voilà, qu'est-ce que ça implique pendant et après. Je vous propose qu'on aille voir et que Bertrand nous partage voilà, Oui, je quelques vais vous chiffres sur parler, les voilà. sanctions qui sont intervenues. Parler, moi, déjà de. Tu peux peut-être passer la slide, voilà, des chiffres pour illustrer tout ce qu'on vient de se dire, parce que c'est vrai quand on parle d'un contrôle CNIL, on imagine des fois en se disant que ça concerne une minorité. Alors, bon, rappel sur 2024, c'est une année record pour la CNIL. Elle est marquée par une intensification sans précédent de son action répressive. Le nombre de sanctions et mises en demeure et de rappel à la loi atteint des niveaux qu'on n'avait jamais vus par les années passées depuis l'entrée en vigueur. On voit qu'il y a plus de 330 mesures correctrices qui ont été adoptées, dont 87 sanctions, où tout ça, ça pèse plus de 55 millions d'amendes. Bref, quand je fais le constat, on a quelque chose qui prend de l'ampleur depuis 2018. Ensuite, on peut peut-être parler juste avant Aymeric, sur les thématiques. C'est vrai que alors les contrôles, qu'est-ce qui est aussi, chaque année dans le guide, annuel de la CNIL, elle, met en avant les thématiques les plus sensibles et je vais juste en parler rapidement. Mais en tout cas en 2024, les thématiques, c'était, la prospection commerciale et là, je vous invite à ceux qui n'ont pas vu notre webinaire, mais à le revoir, celui de la semaine dernière, on en a parlé. 2e sujet qui était, extrêmement, dans le viseur de la CNIL, c'était les données de santé et la gestion des cookies. Voilà. Exactement. Donc les cookies, pour que ce soit clair pour tout le monde, ce ne sont pas les petits gâteaux, mais bien les traceurs sur votre site web qui permettent d'analyser toutes les statistiques de votre site, le nombre de visiteurs, voilà, les personnes qui visitent telle ou telle page. Voilà, pour vous partager, on a fait un baromètre RGPD sur l'année 2024 et on prépare celui de 2025. Il y a une stat qui est ressortie sur ce niveau-là, c'est que je crois de mémoire, plus de 80% n'étaient pas en conformité sur ce volet-là, donc faites attention à ce sujet. Donc rapidement, hein, en synthèse, hein, mais c'est pour vous partager les chiffres. Sur 2024, la CNIL elle a rendu 331 décisions, dont au total 87 se sont traduites en fait par des sanctions. Petite statistique, c'est quand même 107% d'augmentation par rapport à l'année précédente, c'est énorme. Donc ça corrobore ce que je vous dis.
180 mises en demeure, 64 rappels à la loi, 12 décisions rendues publiques. Et ça, vous connaissez un petit peu, la CNIL sanctionne mais ne rend pas public toutes ces sanctions, hein. Sinon, dans la presse, vous en entendriez parler, on en a parlé, hein, forcément, lorsqu'on prend une amende, mais en plus, quand la CNIL rend ça public, bah, ça fait encore plus mal. Indépendamment du montant pécunier, bah, vous avez aussi une belle image de marque qui est entravée, puisque bah, la presse s'en saisit et en fait des articles, donc attention à ça. Et aujourd'hui, cette décision en coopération européenne avec plusieurs autorités de contrôle. Voilà, ça c'est pour vous faire un peu le bilan. Si on rentre un peu dans le détail de la typologie, sur les 87 sanctions qui ont été faites, il y a 75 amendes, donc 14 amendes avec des injonctions sous astreinte. Alors ça veut dire quoi? Je vais expliquer ce que ça veut dire. Ça signifie qu'en plus de l'amende, l'entité sanctionnée, elle devra se mettre en conformité dans un délai imparti, sous peine de pénalité financière supplémentaire. D'accord? Donc ça, c'est important de comprendre ça. Ensuite, il y a eu 8 liquidations d'astreinte. Donc ici, la CNIL, elle a effectivement appliqué une sanction financière parce que l'organisation n'a pas respecté une injonction précédente dans les délais. D'accord? Ensuite, il y a eu 4 appels à l'ordre. Il s'agit d'un avertissement formel sans forcément une sanction financière, mais qui peut être rendu public. Donc là, c'est quelque part, on vous met en demeure, on vous met pas une amende, mais l'autorité peut rendre ça public. Ensuite, 69 sanctions via les procédures simplifiées. Donc ça, c'est Aymeric en a parlé rapidement, mais c'est la capacité que vous pouvez depuis 2000, enfin qui a été mis en place depuis 2022, normalement, si je ne me trompe pas, qui permet de traiter plus rapidement les dossiers simples avec des amendes qui sont plafonnées à 20 000 euros. Oui, Donc là, tout ce qui est, c'est simple. ça a considérablement accéléré la capacité de la CNIL, là, notamment à aller vite sur des petits manquements. Pas des petits manquements, en tout cas des manquements moindres et des petits dossiers en Évidemment. effet, avec des montants d'amende qui sont donc proportionnels aux manquements, qui sont plus faibles, donc des petits montants d'amende, mais donc plus de la capacité à pouvoir plus sanctionner sur des petits manquements. Et on voit notamment, c'est ce qui fait, hein, ce qui fait doubler le nombre de sanctions en grande partie. C'est ce qui fait que de plus en plus de petites et moyennes sociétés et organisations sont contrôlées et sanctionnées. Donc c'est la capacité à la CNIL d'aller beaucoup plus vite sur ce genre de dossier-là. Pour faire une analogie, Émeric, c'est un peu comme le principe des radars automatiques. Maintenant, la CNIL, elle a mis en place une procédure simplifiée qui permet de, voilà, en tout cas de faire traiter beaucoup plus de dossiers, plus simplement et rapidement. Donc, en fait, c'est pour ça que ça permet ça marque le fait qu'ils accélèrent sur les contrôles. Mhm. On voulait vous partager, en fait, parce que dans tous ces contrôles, on se dit: «Mais peut-être, est-ce que finalement, c'est des manquements, ça doit être des gros manquements?» On vous fait un peu le top 5 des manquements qui ont été sanctionnés en 2024 par la CNIL. Hem, donc le premier, c'est le défaut de coopération avec la CNIL. Là, c'est quand même 27 sanctions. Je le rappelle, mais le défaut de coopération, ça reste le manquement le manquement pardon, le plus fréquemment sanctionné. Cela concerne notamment le fait de ne pas répondre aux demandes de la CNIL. C'est-à-dire, vous ne répondez pas, vous ne transmettez pas les documents ou de manière incomplète, et vous retardez, toute communication avec l'autorité. Donc ça, c'est bien entendu un manquement, important. Donc ce comportement, on le rappelle, mais il aggrave, systématiquement la situation. Encore une fois, vous ne faites pas preuve de bonne foi et donc la CNIL, l'autorité de contrôle, n'aime pas bien ça, puisque, une des obligations, légales, c'est, pour le coup, que vous fassiez, preuve de coopération dans les éléments qui vous sont demandés. Le deuxième point, c'est, le plus que l'on voit, c'est le non-respect de l'exercice des droits. Donc ça, c'est, classique, on vous rappelle que vous avez, un délai de 30 jours pour y répondre. Il y en a eu 23 à ce sujet-là. Hem, pour rappel, la CNIL, elle sanctionne, régulièrement ce non-respect, comme le droit d'accès, à leurs données, le droit à l'effacement, le droit, d'opposition. C'est pas tout forcément, toutes les demandes d'exercice de droit, mais en tout cas, c'est les plus celles que l'on rencontre le plus souvent. Donc ça, attention, c'est des choses qui sont, dans le viseur de l'autorité de contrôle. Ouais, Ensuite, c'est d'ailleurs pour ça qu'en 2025, l'une des thématiques prioritaires est notamment le droit des personnes et le droit à l'effacement, la suppression de données, le droit à l'oubli. Parce qu'en fait, c'est quelque chose qui
qui revient fréquemment et qui est fréquemment sanctionné, et surtout qui a un impact non négligeable sur les personnes concernées. Et en effet, c'est le top 2 des manquements sur 2024, quoi. Je passe au point 3 dans le top 5, c'est la sécurité insuffisante des données. Il y a eu 11 sanctions à ce sujet-là. Donc si on l'explique un petit peu, c'est en fait, vous le savez, la sécurité des données personnelles, ça reste un des enjeux centraux. Et les manquements, ils concernent souvent des défauts de chiffrement des données, des mauvaises gestions de mots de passe ou de contrôle d'accès qui sont insuffisants. Mhm. Et ça, aujourd'hui, la CNIL, elle attend des mesures techniques et organisationnelles robustes pour protéger les données contre tout accès non autorisé ou fuite. Ça, c'est souvent ce qu'on voit en termes de quand il y a des fuites de données, ça fait partie des choses qui sont souvent relevées, où on voit que c'est des sujets qui ont été un peu oubliés. Donc attention. Le quatrième point, c'est les cookies non conformes. Aymeric en a parlé. Il y a eu 11 sanctions. Heu, Aujourd'hui, la CNIL est de moins en moins tolérante, voire plus du tout tolérante sur ce sujet-là, sur ces traceurs. Donc tout ce qui est pratique liées aux cookies qui sont structurés de près, les sanctions, elles visent principalement les bandeaux de consentement qui Mhm. sont trompeurs. On le rappelle, attention à vos bandeaux cookies où normalement, les éléments, vous devez avoir les possibilités d'accepter, de refuser ou de personnaliser au même niveau, hein. Bien souvent, on voit sur les bandeaux cookies qu'ils ne sont pas forcément au même niveau. Donc il faut que ça soit clair, ces bandeaux, euh, et surtout qu'il y ait une information transparente sur qu'est-ce que vous faites avec la mise en place de ces traceurs. D'accord. Dernier point que l'on voit dans les choses les plus fréquemment en termes de sanctions, c'est la surveillance abusive de vos salariés. Donc ça, c'est pareil. Vous n'avez pas le droit d'avoir une surveillance excessive qui n'est pas justifiée pour vos salariés. Alors, notamment la surveillance, ça passe par les vidéosurveillances, par le contrôle des outils informatiques. Tous ces éléments-là, il faut y faire attention, il faut les encadrer, il faut qu'ils soient proportionnés aux éléments, enfin, vous puissiez Mhm. justifier du niveau que vous justifiez nécessaire dans les moyens. D'accord. D'ailleurs, sur ce volet-là, sur le volet de la vidéosurveillance et de la gestion des données de manière générale en RH, on a fait un webinaire dernièrement qui est disponible en replay, hein, sur notre chaîne YouTube notamment, si vous voulez en savoir plus sur ce qu'il faut faire, ne pas faire. On pourrait le revoir, oui, Euh, bien sûr. En 2024, quels ont été, alors c'est assez fidèle, notamment ce que je vous ai dit, hein, il y avait dans chaque année le bilan, il mettait en avant les thématiques qui seraient les plus, en tout cas dans le viseur. Bon, bah, sans surprise, on retrouve la prospection commerciale. La plupart du temps, bah, il y a de nombreux manquements concernant l'absence ou la mauvaise gestion des consentements des personnes contactées, des données qui constituent donc en fait, vous collectez de la donnée, vous utilisez la donnée qui est collectée ou achetée auprès de jeux concours. Donc ça, on en avait parlé, notamment la semaine dernière, si je ne me trompe pas. Il y avait une société qui, sous forme de jeu interactif et de manière très détournée, venait collecter des adresses et derrière les revendait, sans pour autant informer les personnes qui donnaient leur adresse de ce qui allait en être fait par la suite. Donc attention, attention à ça, c'est extrêmement important et là, la CNIL, est assez à cheval sur ces éléments-là. Ensuite, sur les données de santé, ce qu'on voit, de manière fréquente, c'est des problématiques de pseudonymisation insuffisante. C'est les données qui restent, identifiables, donc personnelles. Ça, c'est important. Ensuite, la sécurité du dossier, patient, informatisé, le fameux DPI, qui est, souvent négligé et qui expose à des risques majeurs pour les patients. Rappelle, le dossier patient, c'est quelque chose, lorsque c'est dérobé, et ça fait souvent l'objet de d'attaques, derrière les données sont souvent revendues sur des sites non recommandables dans le dark web, et ces données qui sont vraiment très très chères, parce que c'est très très compliqué derrière de pouvoir contrôler tout ça. Une fois que ça a fuité, c'est très très compliqué de pouvoir restreindre l'accès à ces éléments-là. D'accord. Dernier focus thématique, c'est tout ce qui est traitement public. Alors, ce qu'on voit, c'est l'inexactitude des données dans les fichiers judiciaires. La CNIL, à ce sujet-là, elle a rappelé à l'ordre 3 ministères pour des erreurs dans la gestion de fichiers, de ces fichiers sensibles.
Voilà, ça on le voit, il y a pas mal de collectivités, d'organismes publics qui sont souvent visés par ces contrôles-là et rappels à l'ordre. Ensuite, en termes de coopération européenne, Aymeric en a parlé, mais aujourd'hui, sur la thématique du RGPD, on a vu qu'il y a 7 décisions qui ont été rendues par l'analyse de plusieurs autorités de contrôle au niveau européen. Ensuite, la CNIL, elle a également examiné 12 projets de décision d'autres autorités concernant des traitements en France. Et ça, c'est important pour vous montrer qu'il y a il y a une forte croissance de la coopération au niveau européen transfrontalière. Les autorités travaillent ensemble, comme on peut l'imaginer. Au niveau de, alors, petite statistique, un petit graphe, en termes de sanctions, euh, bon, dans le graphique, vous voyez très concrètement que depuis 2018, le montant des sanctions ne fait que augmenter. Et ça, c'est pour corroborer ce qu'on vient de vous dire en termes de tendance. On est vraiment sur une tendance où il y a un accroissement du montant des amendes dans le temps. Je peux passer, Émeric? Bah, là, ce qu'il faut surtout dire, c'est qu'on voit que depuis la crise de sortie, la sortie de crise Covid, pardon, les autorités de contrôle commencent à jouer leur rôle pleinement comme elles auraient dû le jouer depuis 2019, depuis 2020. Voilà, c'est vrai qu'après l'entrée en application de la réglementation, donc en 2018, évidemment, il y a toujours une période d'une ou 2 années de tolérance pour que tout le monde puisse prendre le pli et se conformer aux règles. La période Covid avait un petit peu prolongé ça puisque bon, évidemment, les activités économiques étaient à l'arrêt quasiment, donc il fallait aussi prolonger cette période de tolérance. Voilà, ce qu'on voit, c'est que depuis fin 2021, début 2022, les autorités de contrôle européennes, hein, donc pas seulement en France, commencent à jouer voilà, leur rôle et ça s'intensifie en effet. En termes de, alors là, on voit un graphe sur le nombre. Voilà, donc on a vu le graphe sur le montant cumulé et là, on voit un graphe sur le nombre d'amendes qui évolue en effet. C'est la même chose. Après, c'est le classement par pays. Alors le premier, sans surprise, vous imaginez, c'est l'Irlande. Alors pourquoi, hein? C'est pas juste parce que c'est un petit pays et donc du coup, c'est pas ça. Non, c'est juste que en Irlande, vous avez quand même pas mal un certain nombre de GAFA qui sont présentes et donc quand des amendes tombent, et forcément, les montants sont proportionnés aux structures et on va en parler juste après. On verra qui a été concerné, notamment par l'Irlande. Ensuite, en volumétrie, ce qu'on voit, c'est que on a un certain nombre de pays proches de la France qui sont très actifs en termes de nombre d'amendes, pas forcément en termes de montant, mais en termes en volumétrie. On a des pays, notamment l'Espagne et l'Italie, sont extrêmement actifs à ce sujet-là. Et l'autorité de contrôle, on se rappelle, hein, l'autorité de contrôle italienne, c'est elle qui a notamment Heu, remis un peu à sa place, ChatGPT, dernièrement avec un certain nombre de manquements qui ont été relevés, Mm. dans, la solution ChatGPT notamment. Alors, moi, je peux, enfin, ce que je peux vous partager, c'est que, à mon sens et à notre sens, l'autorité de contrôle française tend petit à petit à, à s'inspirer des pratiques de ses homologues espagnols et italiens, alors tout doucement et selon sa capacité à le faire, hein, bien évidemment. On le voit notamment avec l'accélération des sanctions via les procédures simplifiées, hein. Ce qu'on a vu tout à l'heure ensemble, on a vu que la CNIL avait mis en place ces dernières années un nouveau mécanisme de sanctions via des démarches donc simplifiées, qui permet de sanctionner certes avec des montants plus petits, mais plus rapidement des donc petites non-conformités. C'est ce que fait très très bien l'Espagne et ce que fait aussi bien l'Italie. Voilà, c'est de sanctionner plus, moins fort en termes d'amende, mais de fait, vous avez plus d'entreprises qui sont sanctionnées sur leurs manquements. Et donc, c'est un impact non négligeable. Voilà, parce que de fait, l'ensemble, ou en tout cas une plus grande majorité des activités se sentent concernées, versus des pays qui sanctionneraient simplement ou essentiellement des GAFA. Euh, Évidemment, une PME se sent moins concernée là-dessus. Voilà. Donc la France tend sur ce volet-là, hein, avec les procédures simplifiées. On verra si ça se poursuit dans ce sens sur les années 2025-2026. Alors là, c'est un peu une tendance des classements des non-conformités les plus fréquentes. Je passe rapidement, mais
sur les principaux, j'allais dire, sujets. C'est le non-respect en fait des principes généraux du traitement des données. En fait, c'est les grands éléments que vous voyez en bleu foncé. Et le deuxième point, c'est les bases juridiques insuffisantes pour le traitement des données. Ça, c'est le graphique du haut. Et sur le point du bas, c'est un peu les mêmes éléments, mais à part que c'est un peu l'inverse au niveau du total en nombre, alors que là, en cumulé, c'est un peu différent. Voilà. Mais ça, je pense que le plus simple, c'est que vous pourrez le voir, le regarder dans le support que vous pourrez revoir. Ce que je propose, c'est qu'on avance ensuite sur notamment les bonnes pratiques, Aymeric. Oui, bien sûr, on va avancer en effet pour rester dans les temps. Vous pourrez en effet revisionner l'ensemble de ces graphes D'ailleurs, c'était pour lors corroborer ce que je vous ai lors dit, du en fait, replay. forcément. On voit que l'Irlande fait partie des pays qui ont les plus fortes amendes. Quand on voit derrière, oui, on parle d'un Meta, on parle d'un Amazon, et cetera, et cetera. Vous aurez compris que, oui, quand l'amende tombe sur ce genre de structure, elle est, généralement extrêmement importante. Est-ce que Bertrand, avant de passer aux bonnes pratiques, tu peux nous partager les 5 erreurs les plus fréquentes qu'on voit, nous, et qu'on a vues depuis ces 6 dernières années, puisqu'on rencontre des dizaines d'entreprises et d'organisations chaque mois. Oui, bien Euh, sûr. et puis aussi, il y en a certaines qui viennent nous voir parce qu'elles ont eu des mauvaises expériences en termes d'audit ou de contrôle. Est-ce que tu peux nous partager les cinq Bien erreurs sûr, les plus les fréquentes 5 qu'on a erreurs, relevées? ouais, les plus fréquentes, oui. Alors, 1re erreur, que l'on voit, c'est, une personne se présente chez vous, et vous dit, en fait, «Je suis, un inspecteur de la CNIL». Bon, c'est peut-être vrai, hein, c'est même sûrement vrai. Mais c'est comme tout, en fait, le sujet, c'est, toujours de vérifier l'identité de la personne qui se présente. C'est vous. C'est comme, une personne, si elle se dit qu'elle est de la police, elle a une carte de police. Bon, ben, en fait, la CNIL, c'est exactement pareil. La personne qui se présente chez vous, elle a une carte professionnelle et elle a un ordre de mission qui a Et été pourquoi on vous dit signé. ça? Parce qu'il y a en fait beaucoup d'arnaques hein, au contrôle CNIL. Il y a beaucoup de campagnes d'emailing et de fausses campagnes, hein, en fait, de faux emails qui sont envoyés en se faisant donc passer pour la CNIL. Donc c'est très bien fait. Les emails sont très bien reproduits pour que vous puissiez ressentir que c'est une autorité de contrôle qui vous sollicite, avec évidemment le logo de la CNIL, mais aussi toute la démarche formelle en termes de ton dans la rédaction du mail et jusqu'à le design du mail qui fait très officiel. Ça arrive très souvent. Il y a beaucoup, beaucoup d'arnaques au contrôle CNIL. Donc, la CNIL, déjà, ne vous demande jamais d'argent dans le cadre du contrôle. Donc, ça, c'est la première chose à retenir. Vous n'avez pas à payer pour un contrôle. Et c'est souvent l'objet de ces fameuses arnaques. Euh, et donc, en effet, comme le dit Bertrand, le bon réflexe, c'est de vérifier. Et quand on sait pas, quand on n'est pas sûr, on Ah bah, le plus simple, on contacte la appelle la CNIL. CNIL. Voilà. Voilà. C'est le plus simple, c'est encore le moyen le plus sûr, mais en tout cas, vérifiez bien ces éléments-là, c'est extrêmement important. Vous avez le droit de le faire et on vous invite à le faire. Ensuite, le deuxième point, c'est la coopération. On vous invite de coopérer pleinement avec l'autorité de contrôle. On le rappelle, c'est obligatoire. Refuser de transmettre des documents, cacher ou modifier des pièces, c'est illégal et ça vous expose à des sanctions aggravées de fait. Ensuite, le point, c'est de garder une attitude professionnelle. Soyez courtois et transparent. La volonté de 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 coopérer, c'est aussi être, courtois et transparent sur les éléments. Le troisième point, c'est de mobiliser le DPO, ou le référent. Donc en fait, là, ça fait référence, si vous n'avez pas de pilote derrière, c'est compliqué. C'est un point qui est important. En cas de contrôle, si vous n'avez pas de référent, c'est compliqué. Qui va traiter la demande? Heu, la plupart du temps, c'est le DPO qui est, le contact privilégié, mais quand il n'est pas, nommé, puisque c'est pas obligatoire, c'est souvent un peu un flou. Et on augmente le risque d'erreur. Si demain, il n'y a pas de pilote, c'est autant de personnes qui peuvent répondre autant de choses, différentes, aux questions qui sont posées. Nous, ce qu'on dit, c'est que souvent pour les PME, n'ayez pas peur d'avoir un recours à, des solutions de DPO externalisées. Nous, on en propose, mission RGPD, mais c'est aussi important. Comme ça, vous avez quelqu'un qui, peut traiter ces éléments-là. Et le dernier point, c'est, de pas forcément centraliser les documents. Donc, l'objectif, c'est surtout d'avoir, les éléments prêts à disposition quand vous avez un contrôle, parce que ne pas les avoir, c'est compliqué.
si les documents ils sont à droite à gauche, réparpillés et non pas centralisés, premièrement, ça vous met dans une situation, un petit peu de stress, voire, de stress total. Vous ne montrez pas quand même une bonne gestion, en tout cas des principes du RGPD. Ah, ça fait pas bonne impression, hein, ça c'est le moins Voilà, qu'on puisse c'est dire. Ça fait pas bonne impression. Nous, ce qu'on voit en effet, c'est que on voit deux choses. On voit des entreprises qui ont centralisé, mais qui en fait n'ont pas la panoplie complète et n'ont pas l'arsenal complet de documentation à fournir. Donc le dossier il est centralisé, mais il est incomplet. Et puis on voit en effet des sociétés qui n'ont pas centralisé en fait. Donc c'est à droite, à gauche, souvent parce qu'il n'y a pas de pilote. Donc il y a une partie qui est faite et pas l'autre, et puis on ne sait pas où c'est hein, finalement. Euh, et la dernière erreur peut-être qu'on voit souvent aussi, Bertrand, mon scénario elle est assez évidente, mais c'est quand même hyper récurrent. ah oui, c'est le cas classique, c'est, des éléments qui datent, Mathusalem, c'est-à-dire qu'on a fait quelque chose, un bout en 2018 ou après, mais en tout cas, clairement, ben, on vous dit: «Non, il faut des choses qui soient actualisées», puisqu'une conformité, ça se réévalue de manière régulière. C'est-à-dire que le RGPD, c'est pas: «Je me mets en conformité, je n'ai plus rien à faire». Vous le savez. C'est pas une Donc l'idée, ce c'est n'est de ce n'est pas une certification. Ça, c'est important de le rappeler. Ce n'est alors pas c'est une déjà pas une certification. certification et puis c'est pas quelque chose qu'on fait, une fois dans sa vie, c'est quelque chose qui se réévalue tout au long. C'est un travail continu et c'est pas figé dans le temps. Voilà. Donc forcément votre écosystème, votre environnement change, vos habitudes changent et tout ça, bah, forcément dans la gestion des traitements des données, c'est important que vous en teniez compte et vous le réévaluez. J'aimerais que tu nous parles, maintenant, de la dernière partie de ce webinaire. Oui, bien sûr, on va aller maintenant après avoir compris comment ça se passait, quels étaient les risques, et puis surtout des exemples concrets avec l'ensemble des sanctions qu'on a vues, les manquements les plus récurrents. On va aller voir comment se préparer à tout ça. Donc nous, on va vous donner à la fois 6 actions simples pour mieux préparer et anticiper le contrôle, et on ira aussi vous donner la checklist complète pour la checklist complète de votre dossier RGPD, justement pour vous puissiez démontrer votre conformité en toute sérénité avec l'ensemble des documentations qui sont requises. Donc, ce plan d'action en 6 étapes. Premièrement, on vous recommande en effet de désigner un pilote RGPD clair, alors que ce soit un délégué à la protection des données qui est nommé officiellement auprès de la CNIL ou simplement un référent de ce sujet en interne. Désigner en tout cas une personne qui est responsable pour traiter ce sujet. Ça évitera plusieurs choses, comme on l'a vu, ça évitera que finalement il n'y ait personne pour répondre à une sollicitation de contrôle, ça évitera que les documentations ne soient pas centralisées, et ça évitera évidemment que la conformité ne soit pas réévaluée de manière régulière. Du moment où on a un pilote, c'est la base, le sujet il est déjà pris en main, et ça c'est la première étape. La deuxième action qu'on vous recommande, c'est évidemment de centraliser les documentations. On ira vous faire la liste juste après, là, dans les 2 minutes qui suivent, sur l'ensemble des documentations que vous devez avoir pour justifier votre conformité. Troisième action qu'on vous recommande, parce que ça, on le voit souvent aussi depuis 6 ans, on fait hyper bien le job, on se met en conformité, on centralise les documentations, on anticipe, on est peut-être prêt à démontrer, mais dans l'opérationnel, il peut y avoir des erreurs de vos collaborateurs. On n'est jamais en effet à l'abri que nos collaborateurs, parce que l'erreur est humaine, eh bien fassent voilà, des mauvaises manips ou aient des mauvais réflexes, des mauvaises pratiques en termes de gestion de données de collaborateurs et de salariés, mais aussi de gestion de données de prospects et de données de clients. Donc, formez-les, sensibilisez-les à ces bonnes pratiques, essayez d'organiser une formation au moins une fois par an, et à défaut, faites appel peut-être à des solutions d'e-learning pour que ce soit un peu plus pratique, pour diffuser une sensibilisation RGPD avec des petites vidéos et des quiz ludiques. Nous, on propose ça aussi chez Mission RGPD, mais c'est important de former vos équipes parce que c'est aussi un des enjeux primordiaux et ce qu'on voit depuis ces 6 dernières années. Euh, Quatrièmement, on vous invite à organiser un genre de simulation de contrôle en interne pour que vous puissiez vous préparer voilà, et vous mettre vraiment en condition. Ça aussi, essayez de faire le check-up une fois par an. Voilà, vous réévaluez votre conformité, vous préparez à démontrer un contrôle. Donc nous, quand on accompagne eh bien, notamment nos clients au travers de notre plateforme, on fait ces bilans sur un potentiel contrôle notamment. Réaliser donc un diagnostic RGPD une fois par an minimum, ça c'est en effet logique, c'est à prendre en compte. Et puis la 6e action, c'est en cas de contrôle,
jouer le jeu de la coopération. Vous avez vu que c'était la première raison de sanction, que ça revenait fréquemment, et donc ne bloquez pas une autorité, n'essayez pas de cacher une partie des impôts, et en effet, soyez coopératif et surtout transparent. Voilà. Donc démontrez votre bonne foi. Imaginons que vous avez un trou dans la raquette et que vous avez un manquement, malheureusement, parce que vous n'avez pas mis en place un plan d'action, réévaluer votre conformité ou centraliser les documentations, peu importe. Jouez le jeu de la transparence, démontrez votre démarche. C'est aussi ça. Prouver, prouver votre projet de conformité, c'est aussi démontrer la démarche et ce qui a été mis en place pour éviter au maximum ces manquements. Très concrètement, voici la checklist de ce qu'on appelle le pass RGPD. C'est votre dossier complet que vous devez avoir pour prouver votre conformité. Premier volet, sur tout ce qui est sécurité et IT chez vous, il faut que vous ayez une charte informatique, une politique de sécurité du système d'information avec une politique de gestion de mot de passe, un PRA ou un PCA en cas d'incident pour la reprise d'activité ou la continuité d'activité. Avoir une procédure de gestion des incidents et de violation de données aussi. Donc, vous le savez, lorsque vous avez un incident qui impacte des données personnelles et peut-être des violations de données personnelles avec des vols de données, des fuites de données, vous devez tenir un registre et documenter tout ça et notamment le fournir à l'autorité de contrôle, parfois dans un délai de 72 heures selon le risque de la violation de données. Évidemment, des clauses de confidentialité pour les collaborateurs, mais aussi dans le cas des relations qu'on a avec ces prestataires informatiques. Ça, c'était pour le volet IT, notamment. Sur la partie RH, veillez à avoir des clauses de confidentialité dans les contrats de travail, avec une bonne information pour les collaborateurs, ce que vous faites de leurs données et comment vous le faites. Un formulaire de droit à l'image, bon, ça, généralement, c'est assez bien pris en compte par tout le monde. Si vous avez l'obligation de désigner un délégué à la protection des données, et là, il y a 3 types d'organisations qui ont cette obligation de nommer un DPO en interne. Les organismes publics, les organismes qui traitent de données sensibles et les organismes qui traitent de données à grande échelle. Ça fait quand même un certain nombre de sociétés d'activités. Vous avez aussi l'obligation de sensibiliser. Voilà. Donc la sensibilisation est obligatoire. Bon, même si en vérité, on vous recommande vraiment de sensibiliser, quoi qu'il en soit, parce que ça démontre aussi de votre démarche RGPD et surtout, vous évitez les erreurs comme on l'a évoqué juste il y a 1 minute. Informer sur la vidéosurveillance, ça on a vu que c'était aussi un manquement qui revenait régulièrement, qui a été bien sanctionné. Ayez une procédure pour gérer les demandes de droits RH, donc de vos salariés, mais aussi de vos anciens salariés, ou tout simplement des candidats qui ont postulé chez vous. Répondez bien à leurs demandes, évidemment. Supprimez leurs données s'ils le souhaitent. Euh, Répondez à leur demande d'accès également s'ils le souhaitent. Et tenez ça dans un registre des demandes d'exercice de droit. Ça doit être justifié auprès de l'autorité de contrôle. Donc, tenez un historique de ces demandes. Sur le côté marketing, communication, de manière large, vous avez en effet un certain nombre d'informations à mettre en place, notamment sur les newsletters, sur les formulaires de contact, sur vos sites web, dans le cadre d'inscription à des événements. Tout ça doit faire partie de la panoplie complète de la documentation RGPD. Surtout, veillez au consentement sur les cookies, les politiques de cookies. Ayez aussi les preuves des consentements que vous avez quand vous envoyez des newsletters. Idem, la procédure d'exercice de droit, non plus pour les salariés et les collaborateurs, mais bien pour vos prospects et vos clients. Et puis, tenez encore cela dans un registre des demandes d'exercice de droit pour les clients et les prospects. On a fait des focus sur l'IT, la RH et le marketing communication parce que c'est des activités chez vous qui traitent particulièrement de données personnelles et il y a des choses spécifiques, vous avez vu, que vous devez avoir. Mais de manière générale, vous devez avoir un registre des traitements de données personnelles, donc pour démontrer l'ensemble des activités de traitement de données et la conformité de l'ensemble des activités de traitement de données que vous avez chez vous, donc pas seulement à l'IT, pas seulement au marketing, pas seulement au RH, mais dans tous les services et toutes les activités de votre société. Vous devez tenir un registre des sous-traitants, donc évidemment avec les bons DPA, donc les accords de protection de données que vous avez dans les relations contractuelles, évidemment, puisque vos sous-traitants doivent s'engager à protéger les données que vous leur confiez, et donc tout ça doit être encadré contractuellement et ça doit être dans votre dossier RGPD. Et il y a un registre de sous-traitance aussi pour toutes les sociétés donc, qui sont sous-traitants, qui ont des activités de sous-traitance. Donc, quand vous êtes sous-traitant, il y a forcément des donneurs d'ordre, vos clients, qui vous confient leurs données. Eh bien, vous aussi, vous devez avoir un registre sur l'ensemble des activités que vous faites pour le compte de vos clients et documenter, évidemment, chaque traitement de données personnelles. Vous devez de manière générale avoir cette fameuse procédure de gestion de droits des personnes, on l'a vu spécifiquement côté RH, marketing com,
recensées dans un registre général, vous devez aussi avoir l'ensemble de vos analyses d'impact. Analyses d'impact et les études d'impact sur la vie privée. Vous savez que sur certains traitements de données personnelles, et notamment ceux à risque, vous devez mener des analyses d'impact pour étudier les dommages sur la vie privée des personnes. Donc ça se fait beaucoup sur les traitements de données de santé, les traitements de données avec de la géolocalisation, les traitements de données sensibles. Voilà, donc il faut aussi que l'ensemble de ces analyses d'impact soient documentées et à jour dans votre dossier RGPD. Ce qui peut être utile en complément, c'est votre bilan annuel de DPO, donc si possible avec un maximum d'informations sur votre démarche en cours, donc un peu de chiffres, un peu d'indicateurs, une feuille de route peut-être détaillée de l'ensemble du plan de mise en conformité qui a été mis en place. Et puis, auquel cas, si jamais votre feuille de route n'aurait pas encore été complétée à 100%, et donc que toutes vos actions de conformité n'auraient pas été complétées à 100%, eh bien c'est aussi le moyen de justifier que vous avez une démarche et que c'est en cours. Voilà, donc vous pouvez aussi démontrer votre bonne foi, mais de manière opérationnelle et pratique. Donc, ayez cette feuille de route RGPD, c'est quand même un vrai plus au-delà des documentations obligatoires que vous devez fournir. Bon, si vous avez déjà été contrôlé, essayez d'avoir centralisé le PV ou le rapport précédent que vous aviez déjà eu. On espère que vous avez pas déjà vécu de contrôle ou que tout cela s'est bien passé, bien évidemment. Pour faire tout ça, on peut vous présenter très rapidement comment le faire potentiellement avec notre solution, puisque notre solution, elle va vous permettre de partir d'un diagnostic. Donc, avec notre plateforme, vous pouvez analyser et faire l'état des lieux de vos activités, jusqu'à vous préconiser cette fameuse feuille de route RGPD pour vous créer ce fameux pass RGPD, qui est le dossier donc complet à fournir en cas de contrôle. Bertrand, est-ce que tu veux dire 3 mots sur le parcours et comment faire avec notre plateforme, mais vraiment en 3 minutes pour qu'on puisse conclure. Ouais, en 3 minutes. En fait, pour ceux qui le connaissent pas, mais en fait, dans Mission RGPD, rapidement, on vous invite à démarrer par faire un diagnostic. Donc, on vous pose un certain nombre de questions. À l'issue de cela, on automatise et on vous génère une feuille de route. On vous dit quoi faire. Là, on passe, effectivement. Donc, quand vous avez fait votre diagnostic, déjà, important, mais on vous donne votre score de maturité, hein, score de conformité RGPD, c'est important. Vous savez où est-ce que vous en êtes et l'idée, c'est d'être le plus proche du A. A, vous êtes quand même une très bonne élève. Dans cette feuille de route, donc, on vous donne l'ensemble des éléments que vous devez accomplir pour vous mettre en conformité ou aller plus vite en conformité. On vous donne les documents. S'il y a des documents à produire, on vous donne les modèles. Vous n'avez plus qu'à personnaliser sur en tête, en tête pied de page, charte graphique de votre structure. Et une fois que vous accomplissez, vous allez accomplir l'ensemble des actions, vous allez avoir, bien entendu, votre registre des activités de traitement, qui va être, prêt, qui va être prêt. Vous pourrez réévaluer, chaque année pour le maintenir en fonction des évolutions. Et on va passer pour arriver bon, bien entendu, vous pouvez être accompagné dans le temps, avec des experts chez nous, si vous en avez besoin pour, avancer dans votre conformité. Tu peux peut-être passer Émeric. Oui, là, on voit Une fois que qu'on vous a avez complété la voilà. feuille de route à Une fois que 100%, vous qu'on a. avez avancé à 100 vous voyez que votre score de conformité, heu, évolue. Là, on passe à A et puis, vous arrivez, donc vous pouvez gérer tout ce qui est demande d'exercice des droits et cetera. Et Le puis e-learning surtout, aussi, vous le pouvez e-learning lancer si et vous puis voulez former et sensibiliser. Et puis dernier point, pour arriver, ce que disait Émeric, en cas de contrôle, c'est bien, vous avez votre pass RGPD. Le pass RGPD, c'est ce qui vous permet en un clic de télécharger l'ensemble de la documentation que vous devez fournir en cas de contrôle. Et ça prend, 2 secondes. Vous cliquez, il n'y a pas de problématique de savoir où est-ce que c'est, qui l'a. En un clic, vous avez l'ensemble des éléments à fournir à l'autorité Hmm. de contrôle, pour justifier que, vous êtes, en conformité vis-à-vis du RGPD. Voilà. Donc après, si vous voulez voir en détail, ce que je vous invite, c'est à nous contacter, à solliciter une présentation et on vous montrera, ça, un peu plus dans le détail, pour que ça soit, plus fluide pour vous, pour ceux qui auraient des questions à ce sujet-là. Alors, merci beaucoup Bertrand. On a un petit peu débordé
sur notre temps, qui était d'1 heure, mais parce que le sujet est vaste et hyper important, et puis c'était important de détailler voilà, les modalités de contrôle, comment ça se passe dans la réalité, quels sont les manquements qui ressortent le plus lors des dernières sanctions, et puis surtout vous partagez à la fois un plan d'action type, mais aussi le détail de la checklist pour votre dossier RGPD. Est-ce qu'on a des questions par hasard? Alors nous en avons une aujourd'hui, paradoxalement. Alors soit nous avons été très clairs et donc notre public a tout compris, soit aujourd'hui nos interlocuteurs n'ont pas beaucoup de questions. Alors là, il y en a une de question, c'est est-ce que Mission RGPD propose également un module pour réaliser les analyses d'impact? Oui, bien sûr. Bien sûr, donc vous avez la fonctionnalité PIA, IPD pour réaliser l'ensemble de vos analyses d'impact. Ça permet d'aller beaucoup plus vite pour mener l'analyse, de la mener aussi en équipe, si on doit travailler à plusieurs, déclencher un plan d'action derrière, évidemment, pour aller mettre en place les mesures correctives et préventives. Et puis tout ça fait partie de notre pass RGPD, voilà. Notre pass RGPD qu'on vient créer dans notre plateforme, qu'on vient mettre à jour et qu'on vient aussi faire valider avec son expert. Nous n'avons pas d'autres questions, Aymeric. Tout est. Bien écoutez, merci à tous en tout cas d'avoir participé à ce webinaire. Oui, merci à tous. On espère avoir été le plus clair possible, que cela vous aura été le plus utile possible. Ce webinaire sera, comme tous nos webinaires, disponible en replay. Vous recevrez le replay dans votre boîte email. Le replay sera prochainement aussi en ligne sur notre site web. Et vous allez donc pouvoir retrouver l'ensemble de nos replays sur notre site web très prochainement. Je vous remercie. Euh, on vous invitera prochainement pour un webinaire à la fin mai, puisque donc sur ce mois de mai, il y a certains ponts qui font qu'on ne fera pas un webinaire par semaine exceptionnellement sur ce mois de mai. Et puis dès le mois de juin, on reprendra la série et le rythme de un webinaire par semaine. Donc vous serez informé également et vous pourrez vous inscrire auquel cas sur notre site web si vous le souhaitez, s'il y a des thématiques, des sujets qui vous intéressent. Encore merci, merci beaucoup Bertrand pour la Merci, présentation Aymeric. et puis Merci à tout le monde. bonne journée à tous. Au revoir.